Sur l'île japonaise d'Amami-Oshima, connue pour sa nature préservée et sa faune unique, la nuit n'apportait aucun répit. Au lieu de cela, elle était empreinte de peur face à une menace mortelle qui, depuis des générations, marquait la vie des insulaires, les serpents Abu. Ces créatures venimeuses, proches parentes des crotales et des vipères, étaient non seulement célèbres pour leur dangerosité, mais également pour leurs attaques fréquentes. En 1980, plus de 400 personnes furent mordues, et le venin des serpents laissa derrière lui une traînée de douleur et de mort. La prise en charge médicale des victimes représentait un défi immense. L'antivenin, capable de sauver des vies, était certes disponible, mais il ne pouvait être stocké dans les régions montagneuses reculées, souvent privées d'électricité. Dans ces zones où l'accès aux soins d'urgence était ardu, chaque morsure de Abu devenait une course contre la montre. Le gouvernement se trouvait face à un problème quasi insoluble. Comment protéger la population contre cette menace invisible? Les propositions habituelles, comme l'extension des lignes électriques ou le développement de nouveaux traitements médicaux, étaient soit trop coûteuses, soit nécessitaient trop de temps. Une action rapide s'imposait, et c'est ainsi qu'un plan audacieux fut élaboré. Introduire un prédateur naturel des serpents Abu sur l'île. Après des consultations intensives, le choix se porta sur un animal connu dans le monde entier pour son intelligence et sa résistance au venin des serpents, la mangouste. Cette décision reposait sur la biologie particulière des mangoustes. Leurs récepteurs d'acétylcholine les rendaient moins sensibles au venin des cobras, proches parents des serpents Abu. Cela semblait être la solution parfaite. En 1979, 30 mangoustes furent introduites sur l'île. Ces petits mais courageux combattants devaient engager la bataille contre les serpents Abu et offrir enfin aux habitants une vie plus sûre. Au départ, tout semblait se dérouler comme prévu. Les insulaires poussèrent un soupir de soulagement, espérant pouvoir bientôt parcourir leurs champs et leurs forêts sans craindre les morsures de serpents. Mais la nature avait d'autres plans. Quelques années suffirent pour révéler que l'introduction des mangoustes n'avait pas les effets escomptés. Au contraire, une nouvelle catastrophe se profilait. La principale raison de l'échec de ce plan résidait dans les différences fondamentales entre les mangoustes et les serpents Abu. Les mangoustes sont des animaux diurnes, tandis que les serpents Abu chassent exclusivement la nuit. Les deux espèces vivaient littéralement dans des mondes différents et se croisaient rarement. Par conséquent, les affrontements espérés entre les mangoustes et les serpents étaient presque inexistants. Les mangoustes, cependant, trouvèrent rapidement d'autres proies plus faciles à capturer. Parmi celles-ci figuraient de nombreuses espèces indigènes qui jusque-là n'avaient pas de prédateurs naturels. L'une des victimes les plus touchées fut le lapin d'Amami, un fossile vivant présent uniquement sur Amami-Oshima et une île voisine. Cet animal unique, qui avait survécu à des millions d'années d'évolution, devint soudain une proie de choix pour les mangoustes. Les dégâts infligés à la faune locale furent dévastateurs. Les conséquences de l'invasion des mangoustes ne tardèrent pas à se faire sentir. Le nombre de morsures de serpents ne diminua pas, tandis que la population de nombreuses espèces endémiques déclina rapidement. Oiseaux, petits mammifères et autres animaux uniques à l'île furent les victimes des intrus non désirés. L'île, autrefois célèbre pour sa riche biodiversité, faisait face à une catastrophe écologique. En 1993, la situation était devenue si dramatique que le ministère japonais de l'Environnement tira la sonnette d'alarme. Mais à ce stade, la population de mangoustes sur Amami-Oshima était déjà hors de contrôle. Un petit groupe de 30 animaux s'était multiplié en quelques décennies pour atteindre des dizaines de milliers d'individus. Les autorités faisaient face à un nouveau défi. Comment stopper cette espèce invasive avant qu'elle ne détruise irrémédiablement l'écosystème de l'île? Ainsi commença un nouveau combat, cette fois non pas contre les serpents, mais contre les mangoustes elles-mêmes. Les mangoustes, autrefois célébrés comme des sauveurs, s'étaient transformés en envahisseurs incontrôlables. Les habitants d'Amami-Oshima durent assister impuissants à la destruction de leur environnement par ces petits prédateurs. La faune et la flore unique de l'île, issues de milliers d'années d'évolution isolée, n'étaient pas préparées à l'arrivée d'un prédateur aussi efficace. Tandis que le lapin d'Amami, des oiseaux rares et d'autres espèces endémiques étaient drastiquement décimées, la population de mangoustes ne cessait de croître.
En l'an 2000, les autorités japonaises réalisèrent qu'il fallait agir. Un plan fut élaboré pour contrôler la population de mangoustes. Ainsi débuta un combat qui durerait près d'un quart de siècle, la guerre contre les mangoustes. Une équipe spécialement formée, les Amami Mongoose Hunters, fut créée. Leur mission, localiser, capturer les animaux et sauver l'île d'une catastrophe écologique. Cette chasse prit des allures d'une vaste opération militaire. Dans un premier temps, les chasseurs utilisèrent des méthodes simples. Des pièges furent installés le long des routes et dans les forêts. Cependant, les mangoustes s'avérèrent extrêmement intelligentes et adaptables. Nombre d'entre elles échappèrent aux pièges et leur population diminua à peine. Il devint évident que des stratégies plus sophistiquées étaient nécessaires. Les autorités commencèrent à utiliser des appâts toxiques et des substances attractives pour attirer les mangoustes. Des chiens pisteurs furent également dressés pour repérer les animaux de manière plus efficace. Une attention particulière fut accordée à la conception des pièges. Ils devaient être conçus de manière à ne capturer que les mangoustes sans nuire aux autres animaux. Cette innovation était cruciale pour protéger les espèces indigènes déjà menacées. Malgré ces mesures, le combat contre les mangoustes semblait être un cercle vicieux. Pour chaque mangouste capturé, il semblait que 2 autres apparaissaient. Pourtant, les chasseurs ne renoncèrent pas. Dans les villages et les communautés de l'île, la chasse aux mangoustes devint rapidement un sujet du quotidien. Les enfants grandirent dans un environnement où les histoires sur l'invasion des mangoustes et les efforts pour les éradiquer étaient omniprésentes. Certains de ces enfants rejoignirent plus tard les Amami Mongoose Hunters pour poursuivre le combat de leurs parents. La lutte contre les mangoustes fit partie intégrante de la culture et de l'identité des habitants de l'île. Outre les méthodes de chasse, la sensibilisation du public joua un rôle central. Les habitants furent encouragés à signaler toute observation de mangoustes et à participer à la chasse. Des événements furent organisés dans les écoles et les centres communautaires pour informer sur les dangers des mangoustes et l'importance de protéger la faune locale. Peu à peu, une prise de conscience de la nécessité de préserver l'équilibre écologique de l'île commença à émerger. En 2010, la guerre contre les mangoustes s'était transformée en une lutte de longue haleine. Il y avait des progrès, mais la victoire semblait encore lointaine. Les mangoustes s'étaient parfaitement adaptés aux conditions de l'île et étaient devenus une composante à part entière de l'écosystème, mais au détriment de nombreuses autres espèces. Parallèlement, les techniques des chasseurs s'étaient améliorées. De nouvelles technologies, comme des capteurs de mouvement et des caméras, furent utilisées pour surveiller et capturer les animaux de manière plus efficace. Les autorités apprenèrent de leurs erreurs et ajustaient leur stratégie. En 2015, la situation commença à basculer. Le nombre de mangoustes capturés dépassa pour la première fois celui des naissances estimées. La combinaison de pièges, d'appâts empoisonnés, de chiens pisteurs et de technologies modernes commençait à porter ses fruits. Cependant, malgré ce succès, le risque restait que la population de mangoustes se rétablisse si les efforts venaient à diminuer. Entre-temps, les habitants d'Amami-Oshima avaient appris à vivre avec cette menace. La lutte contre les mangoustes devint un symbole de la résilience et de l'ingéniosité des insulaires. Mais une question demeurait. Parviendrait-il à vaincre les mangoustes une fois pour toutes? Ou l'île continuerait-elle à souffrir du poids de cette espèce invasive? La réponse restait incertaine, mais l'espoir persistait. Les années passèrent, et la lutte contre les mangoustes sur l'île d'Amami-Oshima resta un processus ardu mais inlassable. En 2020, les efforts déployés depuis des années commencèrent à porter leurs premiers fruits encourageants. La population de mangoustes avait nettement diminué. Cependant, ce succès s'accompagnait de nouveaux défis, car l'écosystème de l'île ne se rétablissait que lentement, et de nombreuses espèces endémiques restaient menacées d'extinction. La question centrale demeurait: comment assurer la préservation durable de la biodiversité? Un facteur clé du succès fut la collaboration entre scientifiques, organisations environnementales et populations locales. Les autorités comprirent que les innovations technologiques seules ne suffisaient pas. Il était essentiel d'intégrer les connaissances des habitants sur la nature de leur île dans les stratégies. Ainsi, des programmes furent mis en place pour impliquer les résidents dans la recherche sur les écosystèmes et les encourager à devenir eux-mêmes des protecteurs de la nature. Un exemple remarquable fut la protection du lapin d'Amami. Cet fossile vivant,
qui vivait sur l'île depuis des millions d'années, devint un symbole de la résistance face à la menace invasive des mangoustes. Les scientifiques créèrent des zones protégées spécifiques où les lapins étaient à l'abri des prédateurs. Ces zones furent activement soutenues par la communauté qui participa au contrôle des pièges et à la restauration de l'habitat des animaux. Parallèlement, les efforts pour contenir les mangoustes furent intensifiés. De nouvelles technologies, telles que des traceurs GPS et des drones, furent introduites pour mieux comprendre les mouvements des animaux. Ces innovations permirent de mettre en œuvre des actions ciblées et d'assurer qu'aucune mangouste ne passa inaperçue. La combinaison de savoirs traditionnels et de techniques modernes se révéla cruciale pour atteindre l'objectif d'une île sans mangoustes. Cependant, tous les défis n'étaient pas uniquement biologiques. La lutte contre les mangoustes devint également un sujet politique. Des critiques dénonçaient les coûts élevés des opérations et remettaient en question la faisabilité du rétablissement complet de l'écosystème. Les défenseurs du projet, en revanche, soulignaient que la préservation de la faune unique d'Amami-Ōshima n'était pas seulement un devoir moral, mais qu'elle apporterait aussi des avantages économiques à long terme, notamment grâce à l'écotourisme. Un tournant majeur fut atteint en 2024. Après des années de chasse et de recherche intensive, le gouvernement japonais annonça que les mangoustes avaient été officiellement éradiqués d'Amami-Ōshima. Cette nouvelle fut célébrée comme un triomphe de la persévérance humaine et entra dans l'histoire comme le premier cas réussi d'élimination d'une espèce invasive sur une grande île. Cependant, la joie fut tempérée par le fait que les écosystèmes de l'île continuaient à souffrir des effets à long terme de l'invasion des mangoustes. Malgré la victoire contre les mangoustes, il n'y avait pas de place pour la complaisance. Les habitants de l'île devaient rester vigilants pour empêcher une réintroduction des animaux. En parallèle, ils faisaient face au défi de restaurer l'équilibre écologique de leur terre. Cette tâche exigeait patience, dévouement et investissement constant dans la préservation de la nature. L'écologie d'Amami-Ōshima commença à se rétablir lentement. La population de lapins d'Amami augmenta et certaines espèces d'oiseaux rares réinvestirent leurs habitats d'origine. Néanmoins, il était clair que la reconstruction de l'écosystème prendrait des décennies. Les leçons tirées d'Amami-Ōshima étaient cependant inestimables et servirent de modèle pour d'autres régions confrontées à des espèces invasives. L'un des résultats les plus importants de la lutte contre les mangoustes fut le développement de nouvelles méthodes et technologies désormais utilisées à travers le monde. Chercheurs et environnementalistes s'appuyèrent sur l'expérience d'Amami-Ōshima pour concevoir des stratégies innovantes de lutte contre les espèces invasives. Des forêts d'Hawaï aux zones humides d'Australie, les enseignements tirés de ce petit archipel japonais trouvèrent une application mondiale. Amami-Ōshima fut plus qu'un simple champ de bataille écologique. L'île devint un symbole des possibilités et des défis de la conservation de la nature au XXIe siècle. Le succès de l'élimination des mangoustes montra que la persévérance et l'innovation humaine pouvaient résoudre même les problèmes environnementaux les plus complexes. Toutefois, cette histoire rappelait également combien des décisions prises à la légère pouvaient avoir des conséquences catastrophiques. Une leçon que l'humanité ne devait pas oublier. L'éradication réussie des mangoustes sur Amami-Ōshima marqua un jalon historique, mais les répercussions de cette guerre écologique continuèrent de façonner la vie sur l'île. Les espèces endémiques, autrefois menacées par ces petits prédateurs, montrèrent les premiers signes de rétablissement. Cependant, la nature demeurait fragile et nécessitait des soins constants pour garantir sa stabilité à long terme. Le lapin d'Amami, véritable fossile vivant de l'île, devint un symbole d'espoir. Sa population augmentait lentement mais régulièrement grâce aux nouvelles zones protégées et au travail dévoué des scientifiques et des habitants. Des familles et des groupes scolaires participèrent à des projets de reboisement, offrant ainsi un habitat aux lapins et à d'autres espèces. Apercevoir un lapin d'Amami était désormais une source de joie et un signe que la nature reprenait ses droits. Un autre succès notable fut le retour des oiseaux rares, dont les chants s'étaient tus pendant des décennies. Les populations locales d'oiseaux, lourdement affectées par l'invasion des mangoustes, commencèrent à se rétablir. Des réserves ornithologiques furent créées et les études menées par des ornithologues apportèrent des connaissances précieuses sur la résilience des espèces. Les écotouristes, attirés par la flore et la faune unique, affluèrent sur l'île,
contribuant ainsi à l'économie locale tout en renforçant la sensibilisation à la conservation. Malgré ces succès, le passé restait un avertissement. Le gouvernement d'Amami Oshima prit des mesures préventives pour éviter que les erreurs du passé ne se répètent. Des contrôles stricts furent instaurés dans les ports de l'île pour empêcher l'introduction d'espèces invasives. Une attention particulière fut portée à la prévention d'une nouvelle colonisation par les mangoustes. Les scientifiques développèrent des systèmes d'alerte précoces capables de détecter les moindres signes de populations invasives. Les expériences d'Amami Oshima devinrent un exemple de référence en matière de conservation et de restauration écologique. Lors de conférences internationales, des chercheurs japonais partagèrent leurs connaissances, inspirant d'autres pays à relever les défis posés par les espèces invasives. Dans des régions comme Hawaï, où les mangoustes représentent encore une menace, les techniques et stratégies développées sur Amami Oshima furent adoptées. Cela prouvait qu'il était possible de tirer des leçons des erreurs passées pour en faire une force. Pour les habitants de l'île, l'histoire de l'invasion des mangoustes symbolisait leur résilience et leur détermination. Beaucoup se souvenaient de l'époque où la peur des serpents et des mangoustes les empêchait de quitter leur maison. Aujourd'hui, ils étaient fiers d'avoir trouvé une solution pour sauver leur île. Les enfants qui avaient grandi en écoutant des récits sur les chasseurs de mangoustes étaient désormais adultes et portaient la responsabilité de préserver la nature de leur île pour les générations futures. Les leçons d'Amami Oshima allaient bien au-delà des frontières de l'île. Elles rappelaient à quel point l'équilibre de la nature est fragile et combien les décisions, même mineures, peuvent avoir des répercussions majeures. L'introduction imprudente des mangoustes, autrefois considérée comme une solution simple, avait engendré des conséquences s'étalant sur des décennies. Cependant, cette histoire démontrait également qu'avec de la persévérance et de l'innovation, même les problèmes les plus complexes pouvaient être surmontés. L'avenir d'Amami Oshima reste incertain, mais il est porteur d'espoir. Les habitants savent que leur travail est loin d'être terminé. La protection des écosystèmes uniques de l'île nécessite une vigilance constante, une collaboration et un engagement sans faille. Mais ils savent également qu'ils ont relevé un défi incroyable et qu'ils sont prêts pour les missions à venir. Amami Oshima se tient aujourd'hui comme un brillant exemple de la force d'une communauté et de la volonté de faire ce qui est juste, même lorsque les circonstances semblent décourageantes. L'île, autrefois envahie par les serpents et les mangoustes, a retrouvé sa voie dans les chants de ses oiseaux, dans le bruissement de ses forêts et dans les bonds gracieux de ses lapins. Cette voix rappelle au monde que la nature, aussi vulnérable soit-elle, possède une incroyable capacité de régénération, à condition que nous lui en donnions l'occasion.